Merci. Merci beaucoup en tout d'être là. Merci à Louis et à toute l'équipe de Patriotes d'avoir organisé cette conférence aujourd'hui à Lyon. Je suis très heureux d'être là, bien entendu. J'essaie de me déplacer le maximum un peu partout en France avec les moyens qui sont les nôtres, c'est-à-dire de médias indépendants, avec une équipe extrêmement réduite, mais beaucoup de conviction. Donc merci en tous d'être là, d'avoir pris un milieu d'après-midi pour venir assister à cette conférence. Enfin, une conférence, oui, une présentation de La Tempête qui vient. C'est mon dernier livre, vous le savez, et puis c'est une question qui se pose à nous tous, c'est quand est-ce ce bordel s'arrête concrètement, quand est-ce on arrête la destruction de la France, quand est-ce ces gens-là arrêtent de nous trahir, et c'est des questions en fait qui me sont posées en permanence depuis un moment, depuis les Gilets jaunes, parce que moi, on parlera peut-être de censure, mais je le dis souvent, vous savez, quand on parle de la crise sanitaire et de la censure, moi la censure, je l'ai vécue bien avant la crise sanitaire. Je l'ai vécu pendant les Gilets jaunes, il faut le savoir. J'ai été cambriolé 2 fois. Il faut quand même avoir ça en tête. Donc quand le Covid est arrivé et qu'on a été en incapacité de pouvoir s'exprimer, ou du moins on l'a fait à nos risques et périls, notamment ma chaîne YouTube a été extrêmement censurée parce que j'ai été une des premières chaînes YouTube à parler de la crise du Covid et notamment essayer de questionner des médecins sur la crise, sur le Covid et sur ce que ça impliquait pour nous. C'était en mars 2020 ou en avril 2020. Rappelez-vous, quand Édouard Philippe, mèche folle, est venu nous dire à la télévision, quand il était Premier ministre, qu'il allait nous confiner ça un samedi soir dans 48 heures pendant 2 mois et demi. Très rapidement, moi, j'ai essayé de comprendre en tant que journaliste. Et depuis l'appartement que je partageais, ma compagne qui est là, mais on a essayé de comprendre. Et j'ai invité des gens qui n'étaient pas du tout mainstream, quoi. D'ailleurs, c'est des gens qui... Donc, grosso modo, vous comprenez bien qu'en levant ce genre de questions qui devraient être simplement du journalisme de base, c'est-à-dire questionner à un moment donné le réel, inviter des gens, chercher des gens pour vous donner un autre point de vue sur l'actualité et essayer d'avoir d'autres grilles de lecture, ça nous a coûté très cher. Enfin, peu importe, ça nous a coûté très cher, mais ça nous a permis aussi d'avoir une grosse communauté. Et vous faites partie aussi des gens qui prennent le temps de venir un samedi après-midi à Lyon pour écouter une conférence. Je pense que ça, c'est un aveu, et c'est un bel aveu, de citoyenneté, à la différence de l'individu qui ne réfléchit que pour lui-même, je sais pas, mais pour lui-même, et qui pense qu'à un moment donné, la société, il n'a rien à faire avec la société et que tout lui est dû et que les libertés publiques, individuelles et l'avenir de la démocratie, ils s'en tamponnent le coquillard, concrètement. C'est ce qui fait la différence entre un citoyen et un individu. Et c'est pour ça que La Tempête qui vient, comme celui-ci, Lettres aux autruches au tube digestif, qui a été un grand succès, parce que je crois que j'en ai vendu plus de 10 ou 12 000, sans promo. J'ai pas fait Laurent Delahousse, j'ai pas fait Gilles Boulot, j'ai pas fait France Inter, j'ai pas fait Léa Salamé, j'ai pas fait France TV Saint-Monde, j'ai pas fait tout ça. Donc voyez-vous qu'à un moment donné, il y a quand même des gens qui se mobilisent dans ce pays, donc on en parlera en fin de conférence, c'est-à-dire que l'espoir, parce qu'il y a forcément un espoir là-dedans, il y a quand même beaucoup de gens qui ont acheté ce livre-là, et surtout, ils l'ont acheté pour eux-mêmes, ils l'ont surtout acheté pour leurs amis. C'est-à-dire qu'ils l'ont distribué autour d'eux. Parce que les autruches et tubes digestifs, vous savez qu'en France, on a quand même une grande réserve naturelle, je pense la plus grande d'Europe en termes d'autruches et tubes digestifs. Donc, on connaît tous dans notre entourage une autruche et un tube digestif. Donc, il y a beaucoup de gens, vu que ça fait 50 pages, que c'est facile à lire, il y a beaucoup de gens qui en ont offert. Mais en fait, pour aller plus loin, c'est-à-dire que ce livre-là, aussi bien que celui-ci, c'est des questions que vous m'avez posées, qui sont devenues pour vous des véritables obsessions. Et qui sont pour moi aussi des véritables obsessions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne veulent pas comprendre? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui nous traitent à tout bout de champ de complotistes? Et de tout ce qu'on sait. Donc je me suis dit, à un moment donné, je vais essayer de répondre moi, je vais essayer de donner des grilles de lecture par rapport à ce que je connais, et je vais essayer de donner des grilles, et c'est surtout, je vais essayer de les prendre par le callback, ces gens-là, et leur faire comprendre, bien entendu, qu'il serait quand même assez temps de se réveiller, qu'il est l'heure, là, de se réveiller et de se prendre en main, véritablement, c'est-à-dire de faire sa chrysalide de l'individu au tube digestif. Voilà. Et celui-ci, pareil, La Tempête qui vient, c'est le résultat de centaines de commentaires ou de milliers de commentaires, de centaines de messages, de milliers de messages, beaucoup de commentaires sur les chats, sur mes différentes émissions, et où on me dit, mais Nico, quand est-ce que ça s'arrête tout ça? Quand est-ce que ça s'arrête et quand est-ce que le peuple français, ou une partie du peuple français, parce qu'on en parlera, va vraiment commencer à s'énerver?
vraiment s'énerver. Et va reprendre ses droits, en fait, parce qu'en fait, il n'est rien de plus que... Ce n'est pas ni un appel à la sédition, ni un appel à la faction, c'est simplement respecter la souveraineté populaire du peuple français, c'est-à-dire qu'il est seul à pouvoir décider de ce qu'il a envie. Et surtout, il veut décider de ce qui est bon pour lui. Mais malheureusement, notre oligarchie ne le voit pas de cet œil-là. Donc la tempête qui vient, c'est pareil, c'est le même format, c'est du 50 pages. Et ça permet ce qu'on appelle des livres scud, c'est-à-dire que c'est des livres très courts, mais qui essayent de rapidement, ou du moins pas rapidement, mais de façon très claire, d'expliquer un peu quels sont pour moi les ferments d'une révolte populaire, de la tempête qui vient. Là-dedans, je vais répondre, je vais anticiper vos questions immédiatement, parce que c'est des questions qu'on me pose tout le temps. La tempête qui vient, c'est pas un manuel d'action. D'accord ? Il y a des mouvements politiques pour ça. Je crois que les Patriotes en font partie, ou d'autres. C'est une grille de lecture qui permet, à mon sens, qui permet de comprendre quels sont les ferments qui montrent qu'à un moment donné, on n'a jamais été aussi près de l'effondrement et de l'affrontement. On n'a jamais... C'est ce que je vous donne, c'est-à-dire que moi, je suis journaliste politique. C'est pour ça que je n'ai pas monté mon parti, c'est pour ça que j'ai ma carte nulle part, ni chez Florian, enfin Philippot, ni par... Et même si on a des relations d'amitié avec la sphère patriote, mais c'est pour ça que je n'ai jamais pris ma carte nulle part. Et même étudiant, les fact-checkers pourront vérifier, je n'ai jamais eu aucune carte dans aucun syndicat étudiant. Voyez-vous, pourtant, j'ai traîné mes guêtres dans les facs. Hein. Mais voilà, donc mon engagement aujourd'hui, il est celui de journaliste totalement indépendant, non subventionné par l'argent public, faut le savoir, et également ma capacité aussi d'éditorialiste politique. Vous me connaissez, vous m'avez sûrement vu sur RT France, qui a été fermé depuis un certain temps, chez Ligne Droite, maintenant chez Toxin, et sur Putsch, bien entendu, puisque c'est mon média, et également journaliste de terrain. Allez dans les manifs, allez dans des rassemblements, allez sur les blocages d'autoroutes par les agriculteurs, allez faire les 4 premiers actes des Gilets jaunes, risqué aussi pour son intégrité physique, mais mon boulot, c'est de faire du terrain, c'est-à-dire que le terrain, déjà moi je suis dans l'Hérault, donc je suis dans la France... Je suis un gueux, je suis un bouseux, je l'assume totalement, et je vis dans la France des gueux, parce que j'en suis un, et je vis au milieu des miens, en fait. Je vis vraiment au milieu des miens, mais ça ne suffira pas pour comprendre, donc je suis obligé, même je suis porté par le fait qu'il faut toujours être sur le terrain pour pouvoir parler des choses dont on veut parler. Voilà, et c'est pour ça que vous ne me verrez jamais sur les médias mainstream, parce que j'y étais un certain temps. J'y vais pas parce qu'à un moment donné aussi, je ne parle que des choses que je connais. Je ne suis pas un tautologue, je ne vais pas aller sur les plateaux télé pour faire 4 sujets en 1 heure et parler d'absolument tout. Ça m'est déjà arrivé, on m'a déjà appelé pour appeler sur des sujets qui sont vraiment, dont je n'ai aucune spécialisation. Donc c'est pour ça que j'ai voulu répondre avec ces 2 livres, Lettres aux autruches autodigestifs et La tempête qui vient. La tempête qui vient, pour ceux qui l'ont lu, elle commence par une phrase d'Édouard Philippe. C'était en mars 2021 ou mai 2021, c'était à l'ESSEC, au mardi de l'ESSEC, et Édouard Philippe a ce passage absolument incroyable, il est filmé, comme là, et je ne suis pas sûr qu'il ait conscience d'être filmé, et il nous explique, il explique aux étudiants de l'ESSEC que finalement, lui en tant que Premier ministre, il avait été à l'origine de réformes absolument immondes, et qu'en fait ça passait. Et il a égrené toute une série de réformes qu'il avait fait passer, notamment la réforme d'université et d'autres, et il s'étonnait, avec le recul, que finalement, il craignait la fureur de la population, la tempête, cette tempête qui vient, en fait, elle n'était jamais arrivée. Et il disait, on a fait ça, ça passe. On a fait ça, ça passe. Et puis on a fait ça, ça passe. Il y a eu un peu de mouvement dans les facs. Et puis on a déblayé tout le monde. Et puis finalement, c'est passé. Mais il dit tout de même qu'à un moment donné, pour éviter la colère d'Achille, il faut la ruse d'Ulysse. Et il dit également qu'on ne peut jamais prévoir en tant qu'homme politique la dernière goutte d'eau qui fera déborder le vase. Et ça, c'est intéressant parce que je commence là-dessus, parce qu'en fait, on se rend compte tout de même que ces gens, ils ont bien conscience qu'ils gouvernent contre les intérêts du peuple. On est d'accord. Là, c'est manifeste. Et cette citation est intéressante. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on est journaliste aussi. C'est-à-dire que nous, notre boulot, c'est d'aller chercher des séquences comme ça et essayer de les mettre en perspective. Et de montrer ce qu'il y a derrière. Parce qu'au-delà de l'indignation qu'on peut avoir dans la séquence, ça veut dire beaucoup de choses derrière. C'est-à-dire qu'il y a le mépris, la condescendance, le mépris de classe, et puis aussi la peur. La peur sous-jacente de savoir qu'à un moment donné, le peuple va se réveiller et qu'avec les Gilets jaunes, ils ne sont quand même pas passés très loin, de l'insurrection. Voilà, donc c'est pour ça que je commence là-dessus, parce que je trouve ça intéressant.
Et en fait, on va faire un préalable, on va faire un préambule rapide, parce que vous le connaissez, je ne vais pas ici vous rappeler, bon, on est, et ce que je disais tout à l'heure à certains d'entre vous, avant qu'on commence la conférence, c'est-à-dire que les conférences comme celle-ci, elles sont toujours nouvelles. C'est jamais la même conférence. Parce qu'on s'enfonce tellement toujours, tous les jours il y a un truc, on s'enfonce, et il y a tellement des trahisons permanentes que finalement la conférence est toujours enrichie avec la bêtise de la Macronie, et pas que celle de la Macronie, hein, de la caste, de la véritable caste, parce que nous sommes véritablement sous une caste politique, et opposition comprise. Hein. Quand je dis opposition, je parle des oppositions qui siègent à l'Assemblée nationale. D'accord, des partis, ce qu'on appelle les partis de gouvernement, ou du moins les gens qui ont des députés. Députés à la nation et députés européens également, on va en parler. Donc on est véritablement aujourd'hui dans une destruction consciencieuse du pays. Ni plus, ni moins. Je crois qu'il n'y a pas besoin de moduler ça, il n'y a pas besoin d'amender ça. Je pense qu'on est dans une véritable destruction du pays. Emmanuel Macron est le parangon parfait de la destruction. Véritablement, tout est fait en fonction. Il détruit depuis un certain temps. Il détruit depuis qu'il est secrétaire général adjoint de l'Élysée aux affaires industrielles. Rappelez-vous l'affaire Alstom. Je ne vais pas ici vous faire le récap de l'affaire Alstom. Quand il a vendu à la barbe de François Hollande de Flamby et au nez de Arnaud Montebourg, qui est d'ailleurs très intéressant dans ses propos, Arnaud Montebourg, depuis un certain temps. Mais il faut quand même jamais rappeler que Macron lui a vendu Alstom sous le nez quand même. Voilà, à General Electric aux Américains. Il faut quand même le savoir. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, depuis l'avènement de Choupinet Ier, de Choupinet-Macron Ier, véritablement, il y a eu une accélération. Je ne vais pas refaire ici parce qu'il faudrait toute une après-midi pour faire une conférence. Ça a été le cas avec Sarkozy, rappelez-vous, je pense que vous le connaissez, avec le traité constitutionnel de 2005. Hein, là, et en 2008, il fait passer en force, bien entendu, droite et gauche réunis au Congrès de Versailles, le traité constitutionnel qui est devenu le traité de Lisbonne. Donc ça, pour moi, ça a été véritablement le basculement absolu d'une caste politique qui a dit merde au peuple. Voilà, qui manifestement qui a dit merde au peuple. Et quand même 53% des Français ont quand même voté non contre le traité constitutionnel, il ne faut jamais l'oublier. Donc vous imaginez bien que depuis 2005, il y a 2008 donc, il y a eu véritablement un viol de la démocratie française, un viol du peuple français dans la pierre angulaire que représente le référendum. Et depuis ce temps-là, ça a été une lent effondrement. Et puis, avec Macron, on a accéléré, bien entendu, ce qui est en train de se passer. Et Macron, finalement, je vous le répète, n'est que le suppôt du mondialisme et le petit VRP avant des Américains du l'État profond de Biden et d'Obama. Mais maintenant, il se retrouve tout mari parce qu'il n'a plus que le copain Zozo Zolinski, Andreilly et son fond vert pour essayer de faire quelque chose. Mais manifestement, ça ne marche pas. Enfin, voilà. Donc, on se rend compte quand même que on a eu quand même, avec Macron, ce qui est formidable, on a eu Michel Barnier, rappelez-vous, Michel Troïka Barnier, hein, 2 fois commissaire européen, vice-président de la Commission européenne, rédacteur du groupe Amato pour le traité de Lisbonne, il faut quand même le savoir, qui a été aussi négociateur en chef, rappelez-vous, du Brexit, Michel Troïka Barnier. Et lui, ce qui est formidable, c'est que quand on regarde rapidement avec le massacre de la Grèce en 2015, avec Tsipras qui a trahi Varoufakis notamment, et le peuple grec après le mémorandum européen, on s'est rendu compte que Tsipras, pourtant qui était à la gauche, il a trahi le peuple grec avec la Troïka bruxelloise, la Troïka tout court, pas Bruxelles, mais la Troïka, et avec notamment les banques allemandes, et il en a trahi. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, eux, les Grecs ont été poussés dans la mine avec quelqu'un qui a trahi avec le concours, sous l'injonction de la Troïka. Mais nous, ce qui est formidable avec Michel Troïka Barnier et Macron, c'est que la Troïka, en fait, elle est pas, on ne négocie pas avec elle. Elle est en France. La Troïka est en France. Emmanuel Macron et Michel Troïka Barnier, c'est pour ça que je l'ai surnommé comme ça, sont la Troïka. Pierre Moscovici, c'est la Troïka, ancien commissaire européen. Donc on se rend compte qu'on a une élite totalement déconnectée, mais elle n'est pas que déconnectée. Elle n'est pas que déconnectée, elle méprise le peuple, je vous l'ai dit, mais surtout, elle est là véritablement pour dépecer la France en petits morceaux, pour que la France devienne, en somme, un arrière-rayon de supermarché vide. Voilà. Donc on se retrouve dans cette situation. Mais ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'on a quand même une troïka au sein de l'État qui, tout de même, a besoin de l'État. A besoin de l'État, simplement, je vais vous citer quand même un chiffre, parce que c'est formidable. Un cas d'école, c'est François Villeroy de Galhau. Est-ce que vous savez qui est François Villeroy de Galhau? C'est le gouverneur de la Banque de France. Voilà, formidable. Il est quand même assez formidable, parce que François, il sort des énormités, c'est tous les mois, il sort des énormités. Maintenant, c'est chaque semaine, ça s'accélère. Et François Villeroy de Galhau,
Il nous a dit notamment, il était à Davos, hein, en janvier dernier, puisque c'est la grande réunion de Davos tous les mois de janvier, et il était manifestement contre, il était pour notamment le recul de l'âge légal de départ à la retraite. Maintenant, il nous a sorti quand même un truc énorme chez Apolline La Vérité. Vous savez, c'est BFM TV, j'appelle Apolline La Vérité parce que tout ce qu'elle dit, c'est parole d'évangile. Et il était donc, François était avec Apolline, et François Villeroy de Galhau a cette phrase formidable en disant « Oui, maintenant, il faut que les Français comprennent que l'État ne peut plus dépenser comme avant. » Alors François, si tu m'écoutes, François, il faut quand même te dire 2-3 trucs. Ton salaire annuel s'élève à 303 000 euros par an. D'accord. Il a une indemnité de logement de 6 182 euros de logement par mois. Et en tant que président de la Banque des règlements internationaux, la BRI, il perçoit une rémunération additionnelle de 56 000 francs suisses par an. Voilà. Donc, et c'est ce monsieur qui vient vous dire, il y a une semaine chez Apolline La Vérité, que les Français doivent comprendre que l'État ne peut plus payer, ne peut plus donner autant d'argent. Donc moi, François, je te propose qu'on commence par toi. Mais ne serait-ce qu'on divise par 3. Ça fait 100 000 balles par an. C'est quand même pas mal, par 3. Vous voyez, donc, j'aimerais en donner quelques-uns comme ça, parce qu'on les connaît, ces exemples. Mais tout de même, je pense que c'est important de les avoir en tête, tout de même. Vous avez aussi notre ami, maintenant, vous savez, il y avait François Plan-Plan, François Bayrou, qui était haut commissaire au plan. D'ailleurs, l'État français lui payait des bureaux à Pau. Il en avait à Paris, puis à Pau, comme ça évitait de faire les allers-retours. Donc en plus, il était haut commissaire au plan à Pau. Et donc moi, je me suis dit, quand il va arriver au Premier ministre, il va avoir un plan de fou. Ben, ça fait 5 ans qu'il est au plan, le type. Il va avoir un plan de dingue, il va avoir un truc incroyable, stratosphérique, ça va être le Starlink et l'Elon Musk du redressement de la France. Ben, rien du tout, on n'a rien vu, il cherchait ses feuilles, il a mis 10 minutes à trouver un verre d'eau alors qu'il y avait le ministère de l'Intérieur et Elisabeth Borne. Bon, ils sont 3000 pour trouver un verre d'eau. Manifestement, vous voyez, les 3400 milliards d'euros de dette, ça va être compliqué à résoudre. Et donc, comme il est parti, parce qu'il faut savoir que le Haut Commissariat au Plan, ça a été créé par Macron en décembre 2020 pour François. Ça a été créé sur mesure. Ça n'existait pas, le Haut Commissariat au Plan. Et maintenant, qui est devenu Haut Commissaire au Plan, nommé par François Bayrou ? Eh ben, c'est Clément Beaune, le Boy Scout de l'Union européenne. Donc Clément Beaune nous a dit qu'il allait fusionner avec France Stratégie, que ça allait faire des économies, que c'était formidable et tout. Enfin bon, ils ont quand même des super bureaux sur les Champs-Élysées, ou pas très loin, avec des chauffeurs, tout ça. Et Clément Beaune est venu expliquer. J'étais dans la voiture quand j'allais chez nos amis de Poitiers, et il nous a sorti un discours absolument inepte en disant que ça allait faire une réduction des coûts et tout. Voilà, c'est typiquement ce genre de passage de pouvoir, ou ce passage d'avantage. Gérard Larcher aussi. Le gastronome en paupiette de veau du Sénat. Vous voyez, il est formidable, Gérard Larcher. Moi, depuis que je suis comme ça, j'ai l'impression de voir Gérard Larcher. C'est quand même formidable. Mais c'est vrai que bon. Et il y a eu l'affaire des sièges. Vous vous rappelez des sièges, hein. D'ailleurs, Louis, j'aurais aimé quand même avoir un. Hein? Non, mais sans déconner. Enfin, tu vois, nos invités, c'est pareil. Je suis désolé quand même. Il y a 40 000 euros le siège. Tu aurais pu envoyer un petit mail au Mobilier National de France. Je plaisante, bien sûr, Louis. Je plaisante. Mais tout ça pour dire tout de même que les mecs, Gérard Larcher s'est fait commander un siège à 40 000 euros. Donc il y a eu riposte immédiate du CERN en disant c'est pas vrai, c'est 2 sièges et puis c'est pas en brut, c'est en TTC. Enfin voilà, ils ont essayé de noyer le poisson comme ils ont pu. Résultat des courses, il a un siège à 40 000 balles. Voilà, il faut savoir que quand même tout de même Gérard Larcher, c'est un des postes les plus prestigieux de la République, il faut quand même le savoir. Et puis c'est des avantages sur avantages sur avantages. Et je vous parle même pas des gens qui bossent au Sénat, il y a les sénateurs, mais il y a ceux qui bossent autour aussi. Vraiment, c'est des fromages. J'en reviens à cette oligarchie déconnectée. Je cite quelques exemples. Ça, c'est terrible. Pierre Moscovici, premier magistrat de la Cour des comptes. Il est un homme de retraite, lui, mais c'est un truc de dingo. Il a été commissaire européen au marché intérieur, c'est le monsieur austérité. Il a été ministre, il a été député, il a été président du conseil départemental. Il a toute une série de retraites qui s'ajoutent, plus ses indemnités de premier magistrat de la Cour des comptes. Et c'est ce monsieur qui vient nous dire à nous qu'il va falloir faire des efforts. Alors, pareil, hein, pour François Villeroy de Galhau, on va dire pareil à Pierrot. On va commencer par toi, cher ami. Déjà, on va commencer à couper toutes les retraites. Et puis, on va commencer à te mettre à 1500 balles par mois sans chauffeur avec un Navigo que tu vas prendre 50%. Et puis, on va rediscuter de l'austérité. Je pense que c'est intéressant. Après, il y en a plein. Il y a eu aussi Éric Lombard. Rappelez-vous, dès sa prise de position, Éric Lombard a déjà été déporté de plusieurs dossiers, puisque vous savez qu'il était président de la Caisse des dépôts et des consignations. Et notamment sur les dossiers, il y a eu pas mal de dossiers, notamment sur les dossiers de la Caisse des dépôts, la BPI et la Poste. Dès son entrée en fonction, il a été mis, il s'est déporté, puisqu'apparemment, il avait quand même quelques collusions avec ces sujets-là. D'ailleurs, vous savez, Éric Lombard, c'est celui qui a remplacé Antoine Armand. Vous vous rappelez d'Antoine Armand ? Il est resté 2 mois, Antoine Armand.
C'est le monsieur en conseil des ministres. On le mettait dans un coin, dans un atelier d'éveil avec des gommettes et des cubes parce qu'il comprenait vraiment rien. Donc on le mettait dans un coin pour qu'il comprenait rien. Il est quand même resté 2 mois à Bercy. Lui, hein. Voilà. Donc maintenant, le Éric Lombard, c'est le monsieur qui l'a succédé. Rapidement là-dessus, il y a le CESE. Vous avez vu les révélations sur le CESE? Non mais c'est un truc de fou. Il y a les cadres, il y a Thierry Baudet. C'est des cadres, ils touchent 200 000 € par an au CESE. C'est le Conseil économique et social, qui ne sert strictement à rien, qui est consultatif. Je crois qu'ils ont rendu 12 rapports, machin. Mais les salaires sont dingues. Il y a même des frais, même certains qui prennent une voiture de fonction, on leur rembourse des frais d'essence pour qu'ils aillent passer leurs vacances en Bretagne. On a des primes de costard, on a des primes de chaussures, on a des... Non. Et ces gens nous coûtent un pognon de dingue. Et bien sûr, à un moment donné, on en reparlera après, je pense que tout ça aurait mérité que l'opposition se dresse face à ça. Mais apparemment, c'est pas le cas, mais on y reviendra après. Mais je pourrais en citer plein. Je finis là-dessus. Quand il a été question, rappelez-vous, de la suppression d'un amendement de Nathalie Goulet, je crois, de la suppression d'un amendement des avantages des anciens premiers ministres et des présidents de la République. D'accord ? Donc, l'amendement, il faut savoir qu'il n'a même pas été discuté en commission. Il a été sorti de l'ordre du jour avant même la commission, voilà, et que François Plan-Plan, a déclaré, révélation, enfin du moins, oui, révélation du canard enchaîné, Bayrou a dit, au sujet des pas de suppression des avantages des anciens premiers ministres et des présidents de la République, et Bayrou a dit, notamment dans ce contexte difficile, je cite, dans ce contexte difficile, il faut savoir assurer ses arrières. Voilà. Je peux vous citer pareil. Michel Barnier, pendant les 3 mois de règne du Michel Barnier, avait aussi posé la question de ces avantages-là. Il a été interviewé, d'ailleurs, je vous invite, une nouvelle fois, je l'ai dit dans ma vidéo la dernière fois, je ne fais ni la promotion de M6 ni de Capital, mais Capital a fait un très bon reportage, notamment sur les avantages des députés, mais c'est un truc de dingue. Bon, on les connaît, mais de le voir et de faire un sujet là-dessus, c'est absolument incroyable. Et Michel Barnier, qui avait notamment posé la question de ces avantages qu'il pourrait supprimer, qu'il faudrait réfléchir du moins à supprimer, il avait été interviewé par les équipes de Capital, notamment, je ne sais plus à quelle inauguration, et il est venu avec le chauffeur, il est venu avec le secrétaire, et quand Capital lui a dit, mais Monsieur Barnier, vous aviez parlé d'eux, est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez renoncé à tous ces avantages? Oh, c'est pas le moment d'en parler, c'est pas le moment d'en parler, c'est pas le moment d'en parler. Il s'est échappé, il n'a jamais répondu à la question, donc il continue lui aussi, bien sûr, à toucher tous ces avantages-là. En fait, ce qu'on voit, c'est que ce qui est terrible, c'est qu'à un moment donné, je vous disais tout à l'heure que c'est une caste déconnectée et méprisante et qui, manifestement, a concassé les Français et la France et qui continue de le faire. Mais autant elle a besoin des subsides de l'État et autant elle a besoin des avantages de l'État et des ordres de la République, autant elle s'est extraite de la nation dans 3 domaines qui me semblent extrêmement importants. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a plus besoin de l'État-nation dans le sens où elle n'a plus besoin de l'école publique, elle n'a plus besoin du service de santé et elle n'a plus besoin finalement d'avoir une sécurité puisqu'elle habite dans des quartiers extrêmement privilégiés où parfois, quand elle passe dans le privé, elle part à l'étranger. Est-ce qu'elle a besoin des écoles privées? Pas du tout. Elle a besoin des écoles publiques. Est-ce qu'elle a besoin de l'école publique? Cette caste-là n'a pas besoin des écoles publiques. Tous les gamins, les petits-enfants vont dans des écoles ultra privées, ultra privilégiées et généralement, en plus, dans des lycées français à l'étranger. Généralement, je me rappelle une affaire de Le Drian qui avait servi d'intermédiaire, pour trois petits enfants pour le lycée français de Madrid, qui avait en qualité de ministre avait dit finalement, voilà, c'est une affaire c'est une révélation qui était sortie, je crois, dans le Canard enchaîné, ça remonte maintenant, mais je veux dire voilà, donc ils n'ont plus besoin de l'éducation nationale, donc ils n'ont plus besoin de services publics. Est-ce qu'ils ont besoin des hôpitaux publics? Est-ce que ces gens-là font 15 heures d'attente aux urgences comme nous? Pas du tout. Ils ont un réseau, ils ont la puissance, ils ont les carnets d'adresses, donc ils n'ont pas besoin du service public, ils n'ont pas besoin de l'hôpital public. Donc ils n'hésitent pas à le détruire, hein, sous conjonction et sous injonction européenne. L'abaissement des dépenses sociales, c'est Bruxelles, hein, faut pas exagérer. La destruction de l'hôpital public, c'est Bruxelles. C'est très clair, ça a été marqué noir sur blanc. On est très peu à le dire dans les journalistes, mais on le dit quand même. Et puis en ce qui concerne la sécurité et leur bien-être, ces gens-là qui sont toujours en train de parler d'inclusion, de non-discrimination, de combattre le racisme, de combattre ci, de combattre mi, sont capables de vous faire les ZFE. Et à Paris, ils habitent dans les quartiers les plus privilégiés, les plus sécurisés. Et ils sont toujours en train, je vous invite à Paris, vous avez dû le voir, moi qui ai habité en quelques temps. D'ailleurs, à une époque, Édouard Philippe habitait pas loin de chez nous. Vraiment pas loin de chez nous. Donc j'allais du bureau, j'allais de chez nous au bureau. Donc j'y allais à pied à 20 minutes de marche. Et il m'arrivait, une fois ou deux par matin,
de voir Édouard Philippe, le convoi d'Édouard Philippe, parce qu'il habitait vraiment il habitait pas loin. Et je voyais le grand convoi d'Édouard Philippe, il y avait 5 ou 6 voitures, motard devant, motard derrière, bac, avec les brassards et tout, et ça poussait tout le monde. Donc ça devient absolument insupportable. Ces gens n'ont pas besoin d'avoir la sécurité. Ils ont déjà leur sécurité, et puis ils ont les moyens aussi d'habiter dans des véritables ghettos. Donc c'est une oligarchie qui a véritablement choisi les marchés plutôt que les Français, avec toute une foule de collusions et de conflits d'intérêts qui est absolument dingue. Maintenant, on va se dire, ben, très bien tout ça, le constat, on le connaît. Très bien. Mais dans un pays démocratique, on devrait avoir une opposition politique. Une opposition politique à l'Assemblée qui, à un moment donné, se lève contre ça. Alors, je n'ai fait qu'un tout petit exposé de ça. Je pourrais y passer 3 heures là-dessus. Je voudrais qu'on avance. L'opposition politique, c'est une opposition politique en carton-pâte. C'est terrible. C'est-à-dire que moi, je suis quand même assez stupéfait. Enfin, stupéfait, non. Malheureusement, je ne suis pas super stupéfait. C'est-à-dire qu'on a une opposition politique de la LFI au RN qui, manifestement, laisse faire. Et on va essayer de voir pourquoi. C'est-à-dire que quand il y a eu... ils ont voté notamment la motion de censure contre Barnier. OK, parce que bon, c'était Michel Trocat-Barnier. Manifestement, ils ont voté une motion de censure, et notamment le RN a voté la motion de censure parce que... Il faut savoir pourquoi le RN a voté la motion contre Barnier. Hein. Parce que le RN ne voulait pas la voter, la motion, en bureau national. Elle a été votée parce que les députés qui allaient à un circo le week-end, ils en ont entendu. Je peux vous assurer que les électeurs RN, les sympathisants RN leur ont dit « Mais il faut le virer, Barnier, il faut le virer ». Il y a eu tellement une espèce de grande, de révolte sourde dans les circonscriptions de France où les députés RN descendaient, notamment le week-end, qu'à un moment donné, en bureau national, ils se sont dit « Attends, si là on ne censure pas Barnier, on va se faire massacrer ». Parce que les RN, dès le début, ne voulaient pas voter la motion pour Barnier. Et là, on va voir pour Bayrou. Grosso modo, je vais donner quand même quelques exemples. Sur ce qui aurait pu quand même, à un moment donné, laisser penser que les oppositions de la LFI au RN, hein, pour le coup, hein, et j'enlève là tout le centre inexistant du néant intellectuel, il y a eu le scandale Nestlé. Le scandale Nestlé, vous rappelez-vous, hein, sur les bouteilles en plastique. L'État le savait. Agnès Runacher le savait, Macron le savait. Dire que ces gens ont permis la commercialisation de bouteilles plastiques avec de la merde dedans. Je suis désolé d'être vulgaire, mais c'est ça. Donc on a continué à laisser commercialiser ça, et ça continue d'ailleurs. Et donc on nous dit non, c'est pas vrai, on ne savait pas. Il faut regarder les commissions d'enquête, vous allez voir un peu ce qui en est ressorti, c'est absolument effrayant. Donc déjà ça aurait mérité rien que ça, à mon avis, une censure. Ensuite, il y a eu le livre de Davé et l'homme sur la crise sanitaire, sur la commission d'enquête parlementaire avec notre amie Agnès Buzyn. Agnès Buzyn qui a fait des pieds et des mains auprès de Macron pour se sortir de ce guêpier et de partir à l'OMS en Suisse. Hein. C'est quand même assez formidable. Pas sur le côté médical, mais sur le scandale de la crise sanitaire avec le livre de Davé et l'homme, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est ceux qui ont écrit pour Hollande, un président n'aurait pas à dire ça. Voilà, c'est les journalistes du Monde. Et ils disent très clairement, dans ce livre-là, que Agnès Buzyn, en commission d'enquête parlementaire, a littéralement dealé les questions avec les gens qui allaient lui poser des questions, par texto. Donc pendant plusieurs jours, il y a eu des tractations, savoir tu vas me poser celle-là, et me pose-moi celle-ci, je ne te poserai pas celle-là. Donc il y a eu véritablement une entente manifeste avant la commission parlementaire pour essayer, à un moment donné, pour lui poser des questions. C'est pas moi qui le dis, c'est Davé et l'homme. Voilà, ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous invite à lire le livre. Il y a eu ensuite, rappelez-vous, de Bruno le rigolo, Bruno Le Maire. D'ailleurs, si Bruno, si tu nous entends, c'est formidable. Bruno Le Maire, notamment, il y a quelques semaines de ça, Bruno Le Maire, bon, essaie de se dédouaner comme il a pu, il aurait d'ailleurs dû démissionner, à partir du moment où il envoie des notes confidentielles, il aurait dû démissionner. Donc Bruno Le Maire s'est répandu dans les médias pour dire qu'il avait alerté les différents premiers ministres, Matignon et l'Élysée, notamment sur le dérapage des comptes publics. Donc ces notes ont été révélées. Bon, je le répète, Bruno Le Maire, il aurait dû se barrer, en fait. À un moment donné, quand vous envoyez des notes confidentielles et qu'on ne vous répond pas et que les comptes sont en train de déraper dans tous les sens, manifestement, il aurait été quand même intéressant de démissionner, ce qui n'a pas été le cas, mais peu importe. Ensuite, il y a eu l'annonce des financements de plus en plus importants à l'Ukraine. D'ailleurs, ça n'a pas tellement changé, puisqu'on vient de filer 2 milliards d'euros à Koko Zozotensky, là. Alors, c'est un matériel militaire, mais jusqu'à preuve du contraire, le matériel militaire, on l'a payé. Voilà, 2 milliards d'euros. Je crois qu'il n'y a pas d'argent pour les auto-entrepreneurs, il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a plus d'argent. Pas tous les passés, on le sait. Mais l'autre, il met 2 milliards d'euros, comme ça, tranquillou loulou. Et il vient nous dire en plus que ça n'a aucune incidence sur la dette. Non mais lui, il est... Non, mais moi, il faut que Brigitte vraiment l'arrête. Il faut vraiment faire quelque chose, il faut l'enfermer. C'est absolument incroyable. Ensuite, voilà, déjà, il y a 3 exemples. Ensuite, il y a eu le scandale, rappelez-vous, sur l'Agence française pour le développement, qui date de quoi? Il y a 3 semaines, un mois, sur l'argent qu'on file
monde entier, sur des sujets mais complètement abscons, ubuesques, absurdes, pris dans l'argent, pris dans les poches des Français, parce que c'est nos impôts. Il y a eu ça. Il y a eu également l'ADEME. Rappelez-vous l'ADEME. Vous savez, l'ADEME, c'est, vous savez, les médias de Bernard Arnault qui nous ont fait un petit exposé pour nous dire combien de temps porter sa chemise, son t-shirt, ce machin. L'ADEME, chers amis, ça coûte 4,2 milliards d'euros par an. Voilà, au passage. Hein, au passage. Au passage aussi, c'est près de 1200 agences d'État en France qui nous coûtent 92 milliards d'euros par an. 1200 agences d'État. Vous imaginez 90 milliards d'euros par an. Voilà. Typiquement, ça c'est sorti récemment. On commence à le sortir, mais on le savait déjà. Ensuite, il y a Christian Girondeau, notamment, qui n'arrête pas de le répéter, que j'ai reçu sur Toxin et qui passe un peu partout, enfin, dans les médias indépendants, pas chez les autres, qui a évalué le coût annuel pour nous, Français, des accords de Paris, dont Donald Trump est sorti, rappelez-vous, pour 40 milliards d'euros par an. Vous imaginez, hein? Je vais vous en citer encore. Hein. Vous avez aussi le service public, chers amis, le service public qui nous coûte Léa Salamé, Nicolas Demorand, Charline Vanhoenacker et consorts et tout, c'est 4,5 milliards d'euros par an. Rappelez-vous l'affaire, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire-là, il y a quelques semaines de ça, le service public, France Télévisions, il y a une affaire qui est sortie, il y avait 1000 journalistes qui avaient une carte bleue, la carte corporate, qui était abondé entre 4 ou 5 000 euros par mois avec du liquide. Enfin, c'est un truc de dingo. Et sachant que le service visuel public français s'était déclaré avec une perte sèche en décembre 2024 de 45 millions d'euros. Voilà. Il continuait, bien sûr, à abonder des cartes bleues pour 1000 journalistes du service public. Donc tout ça a été enterré. On en a beaucoup parlé, nous, bien entendu. D'ailleurs, les médias mainstream, ils n'en ont pratiquement pas parlé. Nous, on en a parlé, bien sûr. Donc voilà. Je pense que là, sans forcer, là, en 5 minutes, j'ai, si François Plan veut une piste d'économie, là, j'ai 130 milliards d'euros d'économie. Et ce qui est formidable, chers amis, c'est que je n'ai pas touché un centime dans votre poche. Hein. Je n'ai pas pris un centime d'euro dans votre poche. Pas un. Donc là, il y a 130 milliards d'euros d'économie. Voilà, par exemple. Et puis, j'ai envie de dire, rien que le retour de Manuel Valls, la crème catalane de la politique française, ça mérite, rien que ça mérite la censure. Non, mais quand vous revoyez venir Manuel Valls au gouvernement, le mec qui a fait le boudin de porte pendant 5 ans devant chez Macron, moi je dis rien que ça mérite la censure. Là, on ne se pose pas la question. Je veux dire, là, c'est le bouton rouge, censure de suite. Eh bien, apparemment, il y en a qui n'ont pas trouvé le bouton rouge Voilà. Ou Elisabeth Borne, hein, rappelez-vous. Ou Amélie de Montchalin. Amélie de Montchalin qui a été battue législative en 2022, qui, pendant 2 jours, n'a pas voulu parler à la presse, parce qu'elle a pris une branlée au premier tour dans sa circo. Et pendant 2 jours, elle s'est enfermée dans la maison familiale. Elle n'a pas voulu sortir. Et la revoilà, Madame Amélie de Montchalin, qui a été battue, qui n'est demandée par personne, qui n'a aucun plébiscite populaire, et qui vient sur les plateaux télé nous faire des leçons de morale sur les économies et les efforts des Français. Non, mais on est chez les dingues. Rien que ça, vous voyez, je finis là-dessus. Les accords de sécurité. 3 exemples, là, c'est des exemples chocs, mais c'est vraiment des... Oui. Mais là, c'est des exemples de fond, de philosophie politique, et je pense qu'on n'est pas très loin de la trahison. Notamment, Macron, il a fait, il y a quelques mois de ça, en 2024, quand il a commencé à balancer de la thune à Zelensky. À un moment donné, il a balancé 3 milliards d'euros quand même, en aide directe, hein, parce qu'il n'y a pas eu que ça. Parce que, pour être tout à fait franc, les chiffres de Bercy sont clairs, bon, ils ne sont pas sortis dans la presse, mais moi je vous l'ai dit. La guerre en Ukraine, coût induit, nous a coûté 65 milliards d'euros. Coût induit, c'est-à-dire bouclier énergétique et tout. Hein. Ça, c'est source Bercy. Et c'est des sources, c'est mon boulot, je suis journaliste politique. Voilà ce que ça nous a coûté. Voilà. Donc, quand Macron a commencé à filer l'argent à Zelensky, notamment, il a fait, comme il a vu que ça commençait à secouer, à brasser, rappelez-vous, il a fait faire un vote à l'Assemblée. Il a fait faire un vote, Manu, à l'Assemblée, Choupi les premiers, et il a dit aux députés, bon, vu qu'ils certains commencent à gueuler, mais bon, et que les Français commencent à pas comprendre également, ce qui est normal, eh bien, on va faire un vote à l'Assemblée. Allez, hop, on va jeter un gros donos, et on va tous les mettre à l'Assemblée nationale, et on va les faire voter. Donc, on leur a demandé, grosso modo, on va faire simple, êtes-vous d'accord ou pas contre les accords de sécurité, ou le financement des accords de sécurité? Tout le monde a voté oui, manifestement, donc tout le monde était pour, d'accord? Mais il faut savoir que s'ils avaient voté non, qu'est-ce qui se serait passé? Rien. C'était un vote consultatif. Donc c'était vraiment, c'était comme aller faire une manifestation entre République et Bastille et danser la lambada. C'était pareil, ça aurait eu le même effet. Voilà. Ensuite, il y a eu le Mercosur, rappelez-vous, plus récent. Le Mercosur. Pareil, Macron il a fait pareil, il leur a jeté un nonos, hop, il les a fait voter sur le Mercosur. Êtes-vous pour ou contre le Mercosur? Le traité de libre-échange, d'accord?
Les députés, ils ont fait quoi? Ben, ils ont voté non. Ils ont voté non. Mais on leur a dit, et là, on a eu les députés de l'opposition qui ont fait vie avec des bouteilles, emoji bouteilles de champagne. Victoire! Comment ça, victoire? Victoire de quoi? Donc, ces gens-là, ils ont fait 3 jours de plateau télé avec les agriculteurs, en nous disant, notamment LFI, ORN, en disant, regardez, on a voté contre le Mercosur, c'est formidable, c'est génial, on va sauver notre agriculture française, on va sauver notre souveraineté française, on va sauver également notre sécurité alimentaire. Ces gens se moquent du monde. Pourquoi ils y sont allés déjà? C'est bien la première fois qu'il y avait du monde à l'Assemblée nationale, parce que la dernière fois, ils ont piscine, ils ont bar, ils ont buvette, ils ont paddle, ils ont yoga, ils ont feng shui. Là, ils étaient là parce qu'il y avait tous les journalistes dans la salle des 4 colonnes, donc ils ont pu répondre au micro en laissant penser à leurs électeurs qui commençaient à bosser un peu. Et donc, ces gens ont voté non. Et là, c'est pareil, il y a eu une espèce d'enthousiasme absolument débordant, donc deux solutions. Soit ils prennent les Français pour des cons, parce qu'ils savent très bien que ce vote-là à l'Assemblée nationale ne sert à rien, puisque le Mercosur, vous le savez, c'est la compétence exclusive de l'Union européenne, de la Commission. Soit ils ne le savent pas, et c'est encore plus grave, dans les deux cas, ils doivent partir. Voilà, donc les gens disent « Ah, le Mercosur, c'est fini ». Non, c'est pas fini, et c'est d'ailleurs pareil les ZFE. Hein. Les ZFE, c'est le même système. Hein. C'est le même, on en parlera, j'en ai parlé sur Toxin, si vous m'avez écouté vendredi matin à mon édito, c'est pareil. Ils prennent les gens pour des... Vraiment, ils prennent les gens pour des cons. Vraiment. Et puis, plus grave, dernier exemple. Quand il y a eu la dissolution, que Macron a dissous, et qu'on s'est retrouvé avec l'élection de la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, Madame L'Oréal. Je vous invite à aller voir sa déclaration de patrimoine sur la haute autorité de la transparence de la vie publique. C'est un site public. Les consultations sont publiques, c'est les déclarations de patrimoine. Je vous invite à aller les voir. Allez voir Yaël Braun-Pivet et Agnès Pannier-Runacher. Vous allez voir, c'est intéressant comme déclaration de patrimoine. Donc, on a l'élection de Yaël Braun-Pivet, d'accord? Donc même la Macronie n'a même pas eu l'intelligence, la courtoisie, la finesse et la délicatesse de nommer quelqu'un d'autre, ou du moins de présenter quelqu'un d'autre. Ils auraient pu être intelligents, parce que Yaël, elle est là depuis un certain temps. Vous savez, Yaël Braun-Pivet, elle était présidente de la commission des lois, tout au début de la Macron, tout au début. Et c'est elle qui disait, ah non, moi le mercredi après-midi, ça ne m'arrange pas qu'on siège, parce que je dois amener mes enfants au tennis. Président de la commission des lois. Elle a commencé comme ça, Yaël Braun-Pivet, quand même. Il faut quand même s'en rappeler. Donc on se rend compte que, tac, il y a l'élection qui se fait en 3 tours. Les députés votent. Et là, incroyable, vous avez le gouvernement démissionnaire, donc vous avez les ministres qui ont démissionné mais qui sont toujours en poste. Et là, un truc absolument incroyable, enfin, vous me direz à Macronie, on est habitué, mais là, c'était quand même incroyable. Et ça pose toujours, prenez en compte que je parle d'opposition politique. Nous avons donc, lors de ce vote, pour le 3e tour, des ministres démissionnaires qui quittent leur casquette de ministre, qui repartent au banc et qui vont voter en tant que ministre démissionnaire. Et pas un député de l'opposition se lève pour dire ça. Et pas un député de l'opposition, à un moment donné, ne fait pas un barouf institutionnel ou constitutionnel pour essayer de bloquer ce vote-là. Donc tous les députés de l'opposition, de droite et de gauche, de la LFI au RN, ont accepté cette mascarade. Dire qu'à un moment... Et d'ailleurs, aucun média, on va en parler, aucun média n'en a parlé. Parce que ce qui se passe là, moi, on m'avait appris dans un temps ancien qu'il y avait une séparation des pouvoirs. Qu'un ministre ne pouvait pas voter en tant que député. Enfin, c'est dingue. Les mecs sont censés contre l'exécutif et le ministre participe au vote contre l'exécutif pour nommer... Non, on est chez les dingues. Et là, aucun député de l'opposition n'a ouvert sa gueule. Je suis désolé de le dire, hein, mais c'est la réalité. Personne n'a rien dit. Absolument personne n'a rien dit. Donc vous voyez que la trahison ne remonte pas qu'à la nomination de Richard Ferrand. Hein. C'est beaucoup plus grave, ça. Hein. Je veux dire, Ferrand, c'est grave, mais là, c'est très grave, parce qu'à un moment donné, on a laissé faire un truc qui n'aurait jamais dû se laisser faire. Et les médias auraient dû monter au créneau. Les médias auraient dû dire, parce que rappelez-vous les médias à ce moment-là, quand il y a eu qui va être nommé Premier ministre, on a eu des journalistes que je connais, certains qui ont passé 8, 9 heures, 10 heures dans une rue sous un parapluie, en essayant de commenter toutes les voitures qu'ils voyaient, quoi. Regardez, c'est le nouveau Premier ministre. Ah non, putain, c'est Uber Eats. Oh non, c'est Uber. Non, voilà. Non, mais on était chez les dingues, on a vécu ça tout de même dans les médias. Et vous voyez, c'est le problème des médias, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce genre d'infos-là, c'est pas une révélation que je vous fais là. C'est pas une révélation, c'est simplement du bon sens démocratique et c'est surtout le respect de notre démocratie, c'est le respect de la Constitution. Et là, personne n'a rien dit, donc Yaël Braun-Pivet a été réélu, tranquille, au perchoir, poste hautement prestigieux, hein, hautement prestigieux, et voilà, tout le monde n'a rien dit, et l'opposition politique, enfin, la Macronie n'avait rien à dire, mais l'opposition politique, tout bord confondu, tout banc confondu, là, aurait dû à un moment donné dire, nous on siège pas, je ne vais pas bloquer l'entrée de l'hémicycle, je ne sais pas, faites un truc, quoi, faites une conférence de presse à les 4 colonnes avec tous les groupes politiques, et essayez de faire un truc. Non, personne n'a rien dit, elle a été élue, et au revoir, et les ministres démissionnaires ont voté, tranquille loulou. Voilà, donc,
C'est la question même de savoir comment ça se passe. Et dernière question sur l'opposition politique, bien entendu, c'est-à-dire qu'on se rend compte que qui aujourd'hui veut sortir de l'Union européenne dans l'opposition politique? Qui? Personne. Personne. De Mélenchon, de Mathilde Panot jusqu'à Marine Le Pen, personne ne sort de l'Union européenne. Personne. Absolument personne. Et ça, c'est un impensé. Donc on essaie de faire des trucs, on essaie de se contorsionner, on essaie d'éluder des questions, on essaie d'expliquer que ou pas que, et que machin. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, personne ne sort de l'Union européenne. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que ce n'est qu'un jeu de dupes. Nous vivons un véritable jeu de dupes au sein même de l'Assemblée. C'est-à-dire que ces gens ont incarné typiquement la dépossession d'un État. Et je finis là-dessus, ce qui me semble être une information, enfin, qui me semble être une analyse que j'ai faite. Pourquoi? On peut se dire pourquoi ils ne veulent pas sortir de l'UE. Parce que d'une part, alors oui, il y a notamment au RN une volonté de se dire, une crainte en se disant c'est un repoussoir électoral, en disant bon, si on commence à parler de Frexit, ça va être compliqué. Mais c'est surtout plus grave que ça, je pense. Ce qui est plus grave que ça, c'est-à-dire que notre classe politique, la réalité, c'est qu'en fait, elle est tributaire d'un environnement économique. Le monde politique est un environnement économique. Pourquoi? Quand vous êtes député de la nation, sachez que quand vous êtes élu, le parti prend de l'argent. D'accord? C'est une marge d'argent très importante. Même histoire pour la députation européenne. Quand vous êtes élu, le parti en question prend énormément d'argent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes tributaire d'un environnement économique dans lequel, finalement, vous êtes les sous-traitants. Et si la grosse boîte arrête de vous filer du pognon, eh bien, ça va être compliqué. Donc, ce qui est terrible, c'est qu'à un moment donné, c'est l'intérêt du parti qui passe au-dessus de l'intérêt des Français. Et notamment au Parlement européen, moi, je suis toujours très frappé qu'on ne pose jamais la question dans ces temps de disette et de dette absolument effrayables sur les plateaux télé, combien gagne un député français, combien gagne un député européen. La seule fois où on a fait 2 articles, nous, là-dessus, sur Twitch, un jour, je me suis retrouvé avec une journaliste très célèbre qui passe toujours sur le plateau télé. Hein, ça fait un petit moment. Parce que moi, c'est comme Gérard Larcher. Depuis que je suis comme ça, je la vois sur le plateau télé. Hein. Elle officie sur LCI. Vous verrez rapidement le lien. Et elle m'avait dit que de poser la question et d'écrire un article de cette nature, c'était faire de l'anti-parlementarisme, voire limite poujadiste. Parce que j'avais fait un papier sur que gagnent vraiment les députés français. Voilà. Donc vous comprenez bien qu'à un moment donné, quand vous êtes à plus de 7 260 € par mois brut, mais avec toutes les primes, notamment les 11 800 € d'enveloppe pour vos collaborateurs, les 5 960 € qui sont abondés sur une carte banque postale chaque début de mois pour payer vos frais d'avance sur mandat, quand vous avez voté discrètement en décembre 2023 l'augmentation de 300 € pour les députés pour faire face à l'inflation ou les 700 € pour les sénateurs, ils ne se sont pas vantés ni à la LFI ni au RN. Hein. Hop, je ne les ai pas entendus moi là-dessus. Et bien finalement, vous vous rendez compte, ou les 500 € ou 150 € en liquide par semaine que vous n'avez pas besoin de justifier, pas déclarer. Parce qu'André Chassaigne nous l'a dit sur M6 Capital, oui, mais vous comprenez, quand je suis au bar et qu'il y a une tournée à payer, ah ben, je ne vais pas demander au patron du bar une facture, je prends cette enveloppe. Non mais les gens, en fait, c'est pas possible. Donc on est véritablement dans un environnement économique dans lequel ces gens-là se retrouvent et n'ont aucun intérêt, finalement, à aller à l'encontre. Imaginez qu'à un moment donné, tous ces gens, ils vont être obligés, de toute façon, qu'ils fassent une motion contre Bayrou. Je veux dire, qui sera Premier ministre, là, aujourd'hui? Qui va vouloir être Premier ministre? Mais à part Brigitte Macron, je vois pas moi. Il n'y a que Brigitte là qui peut être Premier ministre. C'est le seul ou la seule, je ne sais pas, véritablement. Donc je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, voter la censure, c'est du C4. Parce que les députés, comme les marchés, il y a un truc qu'ils détestent par-dessus tout, c'est l'incertitude. Imaginez aller voter une motion là. Si Bayrou s'en va, derrière, c'est grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il peut se passer absolument tout. Il peut tout se passer. Donc ils ne veulent pas qu'il se passe tout. Parce qu'à un moment donné, la manne financière que ça leur apporte tous les mois est absolument colossale. Ça a l'air très terre-à-terre l'analyse que je vous fais, chers amis. Hein. Mais je continue à penser, que ça fait un petit moment que je pratique ces gens, que c'est la réalité de l'histoire. Voilà. Et je pense que ça, ils sont en train, manifestement, d'essayer de retarder un maximum l'échéance là-dessus. On va avancer, puisque je fais déjà 40 minutes que je suis déjà en conférence, bon, on va avancer là-dessus. Voilà un peu, cette idée me semble extrêmement importante pour essayer de mieux comprendre, finalement, pourquoi ces gens ne veulent absolument pas. Après, rapidement, on va faire, il y a 2027, parce que ces gens sont omnubilés également par la dissolution qui pourrait effectuer le 9 juillet 2025. Donc vraiment, c'est la date légale, quoique certains constitutionnalistes disent autre chose, mais peu importe. Ils sont omnubilés par ça, et puis ils sont omnubilés par la présidentielle. Ils sont omnubilés par la présidentielle. Donc en fait, il y a une volonté de garder un schéma qui se perpétue
pour essayer à un moment donné de récupérer le pouvoir comme ils peuvent. Et là, je parle notamment du RN, bien entendu, sachant que vous avez vu la décision du Conseil constitutionnel de vendredi, notamment sur la QPC de ce député, de cet élu mahorais, sur la façon de l'exécution provisoire. Est-ce que l'exécution provisoire est-elle compatible avec une réélection ou un empêchement de réélection? C'est une question, et Marine Le Pen aura de délibérer, notamment lundi. Il y a je crois que l'annonce des peines sera à partir de 10h. Donc, on va savoir si Marine Le Pen pourra ou ne pourra pas se présenter en 2027 ou avant. Donc là aussi, il y a une vraie lutte. Il faut savoir, il y a une vraie lutte entre les marinistes et les bardélistes, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a une lutte à mort entre les deux. Le parti est fendu en deux, parce que les gens sont véritablement dans une option 2027, et que là, ça va faire... Enfin, vous savez, et il se pourrait que Jordan Haribo Bardella, celui qui écrit des livres avant d'en lire, eh ben, il candidate en 2027. C'est possible. Tout est possible. Rapidement là-dessus, on va faire rapidement le tableau. Vous avez bien vu, la France est une catastrophe économiquement. Vous avez vu sur les auto-entrepreneurs ce qui se passe. Scandale. Tout à l'heure, on en discutait avec vous. On en discutait avec quelques-uns d'entre vous. Vous voyez, on va parler, bien sûr, on va finir par ça, parce que c'est le plus important. Vous voyez, quand on me dit, les gens ne veulent pas s'engager. Il y a 2,4 millions d'entrepreneurs en France. Moi, j'ai fait la manif, le rassemblement Montpellier. Il y avait 60 entrepreneurs. À Lille, il y avait 60 entrepreneurs. À Lyon, il y avait 65 entrepreneurs. À Paris, il y avait 350 entrepreneurs. Vous imaginez, on a compté à peu près, sur Toxin, ça faisait 1500, même pas 1500 personnes mobilisées. Mardi à 14h. Ils sont 2,4 millions. Ces gens, ils vont les massacrer. Ça va être un bain de sang social. D'accord? Vous imaginez la prorata de gens qui se sont mobilisés? Vous imaginez, prenez conscience du nombre de gens qui ont l'information. 2,4 millions d'entrepreneurs, il n'y avait même pas 1000 personnes qui sont mobilisées mardi dernier. Vous imaginez ce que ça fait? Vous imaginez encore le travail qu'il y a à faire sur l'information, sur tout ça? Et ça veut dire qu'à un moment donné, d'ailleurs, le gouvernement n'a pas tardé. 48 heures après, ils ont dit, bon, non. On va remettre en place la mesure au 1er juin, parce qu'ils ont attendu, ils ont étouffé pour voir comment ça allait réagir. Ils ont vu que finalement, il n'y a que ça gueulait sur les réseaux sociaux, mais une fois qu'on appelait à mobiliser, il n'y avait plus personne. Donc là, ils ont dit, au 1er juin, les loulous, elle va tomber la mesure, l'abaissement des seuils à 25 000 euros. Et en plus, ils sont en train de réfléchir à faire une mesure rétroactive au 1er janvier. En fiscalité, il n'y a pas de mesure rétroactive. Vous imaginez au 1er janvier, imaginez les entrepreneurs qui n'étaient pas soumis au TVA et qui vont devoir à un moment donné refaire toutes leurs factures avec la TVA. Et donc ils devront de l'argent aux impôts. Mais les mecs, c'est véritablement un bain de sang social. Je ne parlerai même pas, là aussi, de la désindustrialisation. D'ici mai, juin prochain, c'est 300 000 emplois qui vont être supprimés ou menacés. C'est véritablement un bain de sang social. On est dans un truc de dingue. Et ces gens-là viennent vous dire maintenant qu'il va falloir à un moment donné faire un effort de guerre et qu'il va falloir repousser la réforme des retraites à 65, 66, 67. Parce que le projet, c'est 70 ans. Hein. L'Union européenne, hein. 70 ans le projet de la réforme. Donc là, maintenant, Bayrou nous dit, alors c'est plus la natalité, c'est plus la compétitivité, c'est plus le budget, c'est plus la trou, c'est plus la dette. Non. Maintenant, c'est la guerre en Ukraine. Il faut repousser l'âge légal pour aller plus loin, pour que les Français travaillent pour la guerre en Ukraine. Voilà, ben vas-y, loulou, il va avec Jean-Noël Barrot, Macron, ils prennent leur arbalète, leur pistolet à eau, leur casque Amazon, et ils y vont, on les regarde, et qu'ils nous fassent des lives, surtout parce qu'on aimerait voir un peu ce que ça donne. Voilà. Donc, on est chez les fous. C'est-à-dire que ces gens-là, à un moment donné, c'est un véritable racket fiscal. C'est un véritable racket fiscal, les entrepreneurs, c'est ça, c'est absolument dingue. Le problème, c'est que vous avez énormément de gens qui n'ont pas pris conscience de ça encore. Quelques-uns, et beaucoup, parce que si vous êtes là aussi, c'est que vous avez la preuve que... Mais par contre, aussi, c'est pareil, sur les entreprises, je ne parle pas des entrepreneurs, auto-entrepreneurs, entreprises. 2024, 70 000 entreprises ont fermé. Un entrepreneur, je sais qu'il y en a parmi vous, il y en a qui me l'ont dit, quand vous êtes licencié, chers amis, ou comme pas licencié, mais quand vous arrêtez votre activité, le chômage, c'est 0. Vous êtes sans filet. Sans filet. Donc, on est véritablement dans un massacre social prémédité. Pour finir sur les auto-entrepreneurs, pourquoi on leur fait ça? Alors qu'on leur a dit, rappelez-vous, il y a eu Novelli qui avait lancé le statut, et puis après Macron s'en a emparé. Monsieur Uberisation. Et il s'est dit, on va continuer à flexibiliser, parce que Macron, il adore la flexibilisation. On le voit d'ailleurs, chaque fête de la musique, il flexibilise. Et on se rend compte en fait que il a promis aux gens qui étaient dans une détresse, qui étaient dans la précarité, qui étaient au chômage, qui avaient été licenciés à cause des politiques de mondialisation et de libre-échange, il leur a dit, les loulous, moi, je vais vous faire un truc, les auto-entrepreneurs, ça existe déjà, mais on va encore plus flexibiliser. Donc, en quelques minutes, vous créez rapidement un truc, hein, on ne vous met pas de TVA,
et vous allez voir si vous avez des prédispositions à la peinture ou à la plomberie, machin, vous montrez votre boîte en tant qu'entrepreneur. Donc il a envoyé 1 million de gens là-dedans, depuis qu'il est élu, et maintenant il va leur dire 2 ans après qu'il va leur caler à la TVA. Mais c'est un massacre. C'est un massacre. C'est une trahison, mais de premier ordre, quoi. Et vous voyez, je finis là-dessus, il y a quand même encore beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont même pas conscience de ce qui se passe. Ils n'ont pas conscience du tout. Ils n'ont pas conscience que leur été va être le pire de leur existence, quoi, pour la plupart d'entre eux. Voilà. Et donc c'est pour ça que, vous voyez, il y a encore pas mal de travail à faire. Voilà. Mais vous comprenez bien qu'à un moment donné, rapidement, pourquoi on va parler rapidement de ceux qui ne veulent pas comprendre. Mais avec... En fait, le projet de cette caste a été depuis le début, et je parle là-dedans, c'est d'abrutir les gens. La réalité, je l'avais déjà dit chez André Berkoff, que je salue d'ailleurs, cher André, il est plus facile de diriger des individus que des citoyens. C'est plus simple quand vous avez des individus, vous avez un champ de moutons, vous avez un troupeau de moutons. Donc vous les amenez là, puis là, puis là, puis là. Quand vous avez des citoyens, c'est un peu plus compliqué. Et donc, l'effondrement de l'éducation nationale, il ne vient pas de nulle part. Il y a eu une volonté d'effondrer l'éducation nationale. Il y a eu une volonté d'abrutir nos gamins. Il y a eu une volonté aussi d'abrutir, ce qu'on va dire, la classe, qu'aucun cas, là. Il y a eu une volonté, l'apparition de la télé-réalité en l'an 2000. Il y a eu, ça fait 30 ans vraiment, qu'il y a une volonté d'abrutir les gens avec la promesse, vous vous rappelez, de Jacques Attali, de Minc, de dire la mondialisation heureuse. Macron, le ruissellement. C'est-à-dire que finalement, le marché roi, tout va marcher, ça va être formidable. On va faire des emplois. Vous pourrez acheter vos fringues qui viennent de Chine. Au passage, ça a supprimé 1,5 million d'emplois. Au passage, voilà. Et finalement, cette société de consommation sans citoyens, sans racines, sans patrimoine, sans histoire, sans culture, sans intelligence, tout le monde va bien vivre. Vous pourrez partir avec Ryanair à l'autre bout de l'Europe pour 23 balles. Vous pourrez avoir un crédit conso, un revolving, un crédit voiture, une petite maisonnée, un petit appartement. Vous pourrez faire vos RTT, tout va être génial, tout le monde va en bénéficier. C'est ça le grand mensonge. Et puis on a abruti les gens pour qu'ils le croient. On les a détruits. On a coupé les racines, finalement, de ce qui fait que nous sommes les citoyens, de ce qui fait que nous sommes français, de ce qui fait de cette nation-là. Et grosso modo, on a essayer d'inoculer le virus absolument dingue de l'apathie populaire généralisée. Voilà, c'est-à-dire que moi, ce qui se passe dehors, je m'en fous. Et je le dis en permanence ce livre-là, d'ailleurs ça a énervé beaucoup de gens que je connais qui l'ont lu. Il dit, tu parles de moi ? Bah, manifestement, je parle un peu de toi, ouais, c'est sûr. On m'a dit combien de fois, ouais mais Nico, ouais mais moi la politique ça ne m'intéresse pas. Et j'ai dit, mais en fait, c'est pas parce que la politique ça ne t'intéresse pas, parce que si toi tu ne t'intéresses pas à elle, elle va s'intéresser à toi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis on me disait, ouais mais tu comprends, les gens ils font bien ce qu'ils veulent, chacun fait ce qu'il veut. Non, chacun ne fait pas ce qu'il veut. Regardez pendant le Covid. Vous voyez ce qu'on a vu pendant le Covid. Quand vous tournez une population contre l'autre pour essayer de lui mettre de la pression. C'est le propre de tous les régimes totalitaires. Vous avez besoin de forces de police, mais vous avez surtout besoin de gens qui vont devenir de petits miliciens politiques, qui vont se retourner contre les autres pour essayer de les faire plier. Voilà. Et ces gens-là qui se sont retournés, bon pas tous, parce que de certains, peu importe, quand sur la crise sanitaire, et je vous invite d'ailleurs à lire le livre de Corinne Lalo, que j'ai reçu cette semaine dans Putsch Live, on a fait 2 volets, c'était absolument dingue ce qu'elle dit sur la crise sanitaire, c'est pas le sujet aujourd'hui, c'est pour ça que je m'étends pas, mais je veux dire, à un moment donné, quand vous estimez que vous n'arrivez pas, vous voyez, c'est la différence entre l'individu et le citoyen. L'individu, lui, va se dire, tiens, il y a la crise sanitaire, il y a un pass, je vais le faire, il y a le pass sanitaire, je vais le faire, je vais le faire, parce qu'en fait, j'ai envie de continuer à aller au tennis, au paddle, boire un morito avec mes copines, et aller chez Basic Fit. Et plutôt je le ferai, plutôt je pourrai y retourner. Ça, c'est l'individu, ça. Le citoyen se dit, si jamais j'accepte ça, qu'est-ce que j'accepte pour la suite ? Qu'est-ce que j'accepte pour mes enfants ? Où on va aller ? Eh bien, DPE, ZFE, auto-entrepreneur, voilà ce qu'on accepte aujourd'hui. Voiture électrique, voiture connectée, thermostat dans chaque pièce. Voilà ce qu'on accepte. Vous voyez la différence entre l'individu et le citoyen ? C'est ça. Et heureusement qu'aujourd'hui, il y a de plus d'individus qui commencent à basculer depuis la crise sanitaire. Je peux vous assurer, j'ai beaucoup de gens dans mes conférences qui m'ont dit, ça fait 6 mois, 1 an que je commence à comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Mais en fait, quand je reviens à ça, c'est-à-dire qu'ils ont voulu mettre intellectuellement un peuple à genoux. Ils ont voulu mettre intellectuellement un peuple à genoux. Et quand vous avez un peuple à genoux, vous en faites ce que vous voulez. Et d'où, Choupinier premier, nous sommes en guerre avec le Covid et nous sommes en guerre avec l'Ukraine. Parce que vu que ça marche de moins en moins, il faut maintenir la peur. Et la peur, c'est véritablement la capacité à un moment donné à essayer de tétaniser les gens de manière à ce qu'ils ne puissent plus faire appel à leur émancipation, à leur libre arbitre. Voilà. Mais tout de même, je pense que ce que j'appelle la démocratie qu'il y a, ça marche de moins en moins.
Démocratie Ikea, c'est la démocratie où les gens pensent que leur seule capacité à décider, c'est d'aller le samedi après-midi chez Ikea ou Darty ou Leroy Merlin. Je vous rassure, j'y vais, hein. J'ai pas de problème avec ça. Mais quand ça devient une obsession et qu'on rejette tout ce qui se passe autour, là, ça devient un problème. Quand vous avez une vision linéaire de l'existence, c'est-à-dire que vous pensez qu'aujourd'hui était pareil que hier, il n'y a pas de raison qu'après-demain soit pareil qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de notion de citoyen. C'est-à-dire que vous ne voyez pas le cheminement, vous ne voyez pas la machine à concasser qui est en train de se mettre en place. Voilà. Et vous estimez, en plus, et ça c'est le grand drame de ces gens-là, c'est pour ça qu'on leur a vidé le cerveau à la cuillère, c'est qu'ils estiment en plus, et ça c'est terrible, que l'État n'est pas là est là pour leur bien. Le postulat de dire, mais pourquoi il me voudrait du mal? Mais combien de fois j'ai entendu ça? Mais pourquoi il nous voudrait du mal? Je sais pas, moi, il t'enferme, il te confine, il te demande de toi tester, de sortir, enfin je sais pas, à un moment donné, ça se comprend assez aisément. Et en fait, ils ne veulent pas remettre en place, parce que si on commence à un moment donné à se dire ça, c'est le début de la fin, voyez-vous. Et heureusement, bien entendu, il y a quand même énormément de gens qui ont compris, notamment, et je fais 1 minute sur les médias ont participé à ça. Et moi, je suis quand même assez surpris qu'il y ait des médias aujourd'hui qui commencent à revenir dessus. Geoffroy Lejeune récemment, ou d'autres, Mathieu Bocoté aussi d'ailleurs, qui a fait un très bon édito il y a 2 semaines de ça, qui est revenu en disant qu'ils avaient trop laissé la parole, ou du moins trop repris la propagande du gouvernement. Mais je veux dire, s'il y avait eu des médias indépendants, alors heureusement que certains, moi et d'autres, on a été là depuis un certain temps, bien avant le Covid, mais peu importe, il y a des gens comme vous qui se sont dit, attends, c'est pas possible ce qu'on me raconte, je vais voir autre chose, je vais lire autre chose, je vais écouter autre chose, c'est pas possible, on vit dans une folie. Mais une partie de la population, écoutez, vous savez, le champion olympique du sac à viande, hein, de la morgue, Jérôme Salomon, tous les soirs. Rappelez-vous. Non mais il faut se rappeler quand même ces moments-là. Qui venait avec son costume sombre, là, à venir nous dire il y a eu 532 morts. Et là, on se dit, on est chez les dingos. Et si il faut se rappeler, enfin, en auto-attestation, nous, on a eu les plages dynamiques chez nous. Les plages dynamiques. On a eu des gendarmes qui venaient avec FAMAS, qui venaient amender les gens, qui s'étaient posés avec les gosses pour manger un sandwich sur la plage. Enfin, à un moment donné aussi, il y a des gens qui faut se poser des questions. Ceux qui ont fait ça, force de l'ordre, il va falloir se poser des questions quand même aussi. Il va falloir quand même au moins se positionner un jour ou l'autre là-dessus. Il faudra sortir de la garde prétorienne aussi, hein, de la Macronie. Vraiment, ça c'est une question de fond, mais on n'est pas là pour parler de ça, mais ça pose une question. Voilà, donc je veux dire par là, c'est que tout de même, on va, pour finir cette conférence, il y a quand même, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Et on arrive à la dernière partie. Ceux dont on vient de parler là, ceux-là, à un moment donné, de toute façon, eux, ils vont plus avoir leur choix. Parce que vous avez fait déjà la réflexion. La réflexion, vous l'avez faite. Vous avez fait ce cheminement de dire, attends, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous êtes des citoyens. Mais ceux-là, là, qui sont toujours, à un moment où on parle devant Netflix après-midi, là, ou à Darty, et qui retournent devant Netflix, hein? Je suis désolé, je suis un peu dur, mais c'est la réalité, parce qu'on habite avec ma compagne au milieu d'une grande réserve naturelle d'autruche et du digestif. Donc je les connais bien, je les vois tous les jours. Eux, ils vont pas avoir le choix économiquement. Voilà ce que je veux dire. Vous savez, j'ai reçu, vous voyez, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les conférences sont toujours nouvelles à chaque fois que je vais faire. On a des amis qui sont vraiment là-dedans. Et ils l'assument assez bien. Et avec l'histoire de piquer l'épargne. Et un soir, il y a 10 jours, sur l'épargne, la mobilisation de l'épargne. J'adore moi ça. La mobilisation de l'épargne. Quelle blague. Quelle grosse blague. Et là, comme ils me suivent un peu sur les réseaux, qui savent ce que je fais, voilà, et qui me disaient, ouais, mais Nico, toi, la politique, c'est ta passion. Non, c'est pas ma passion, en fait. C'est simplement que j'essaye de comprendre ce qui se passe. C'est juste ça. Et un soir, je reçois un texto dans le canapé, je suis dans le canapé, je reçois un texto. Nico, est-ce que ça craint vraiment pour mon épargne? Et là, j'envoie des bisous cœur, des bisous. Non, je rigole. Non, mais ça, c'est vrai. Hein. Là, je me dis, ça y est, une lumière vient de s'allumer. Une lumière dans la pénombre des autruches vient de s'allumer. Une loupiote dans la grande réserve naturelle vient de s'allumer là, au fond, comme ça, je la vois, la loupiote. C'est les gens qui commencent à flipper. Ça commence à flipper. Et là, ils flippent. Et quand j'ai un texto comme ça d'une personne que je connais très bien, voilà. Et là, je me dis, là, c'est en train d'infuser. Elle me dit, est-ce que ça craint vraiment pour mon épargne? Et là, elle commence à me sortir tout. Oui, est-ce que je dois faire ça? Je dois faire ça. Déjà, moi, je ne suis pas conseiller d'investissement, déjà. Puis ça mérite d'en parler. Puis ça mérite aussi que toi, tu fasses l'effort qu'on a fait nous. D'aller chercher, d'aller regarder des vidéos, de savoir ce que tu as, ce que tu veux en faire, qu'est-ce que tu veux faire pour tes enfants, qu'est-ce que tu veux laisser à tes enfants. C'est ton boulot, ne viens pas. Moi, je suis pas Mourouzi, moi. Je suis pas au TF1 de Mourouzi, là. On n'est pas au juste prix. Donc,
Alors j'ai dit, mais moi, déjà, je suis pas conseiller d'investissement, et après, libre à toi. Vous voyez ce travail-là. Donc là, il y en a qui commencent à flipper. Donc je veux dire, il y a quand même des gens qui commencent à flipper. Mais je veux dire par là, c'est qu'eux, ils vont plus avoir le choix maintenant. Économiquement, ils n'auront plus le choix. Ils vont être licenciés, virés. Parce que les gens que j'entends qui me disent souvent, oh, moi, tu sais, je suis en CDI. Ah bon? En CDI, enfin, ça ne veut plus rien dire, cher ami, le CDI. Il y a les barèmes Macron depuis 2017. Je te préviens que ça ne sert plus à rien. Les prud'hommes, ils ne servent plus à rien aujourd'hui. Les prud'hommes ne servent plus à rien et des barèmes. Donc tu peux te faire virer comme une merde. Et puis surtout qu'on voit que ça licencie tous les jours. Je vous ai parlé tout à l'heure de 300 emplois menacés dans l'industrie. Je ne parle même pas du prêt-à-porter. Je ne parle même pas des commerces. Je ne parle même pas des restaurants. Enfin, vous voyez, c'est un scandale. Il y a encore des gens qui pensent que non, ils sont en CDI, pas de problème, tout va bien, ils ont un crédit, tout va bien. Enfin, si les marchés nous attaquent et que la dette continue à monter comme ça, quand les marchés vont nous attaquer, je pense que les banques ils vont être moins rigolos. Hein, déjà, et ça, ils n'ont pas encore conscience. Mais tout de même, la réalité, c'est que vous êtes là, et je vais citer pour terminer des exemples, parce qu'on me dit souvent, mais comment tu vois les choses? Eh bien, c'est très simple comment je vois les choses. Regardez ce qui se passe. On va prendre des exemples de maintenant, tout simplement. Dernière partie, qu'est-ce qui pourrait déclencher la tempête qui vient? Eh bien, déjà, on va parler rapidement de Donald Trump, parce que je trouve ça intéressant. Une image de Donald Trump. L'image du jour de le jour où il est devenu président de la République, enfin du moins président des États-Unis, pas République des États-Unis, où il se retrouve à son bureau, et qui signe des décrets là. Cette image, elle est très forte. C'est de la com. Hein. Les équipes de Trump, c'est de la com. On passe de son Macron, on fait aussi. Il fait des TikTok, Macron. Donc lui, bon, il fait des TikTok, il parle à des gens improbables. Enfin, des trucs de fou. Il doit s'emmerder la journée. Vous savez, Macron, c'est comme un gosse, un sale gosse. Ils savent pas quoi faire pour l'occuper. Tous les jours, il faut y trouver une activité, quoi. Alors, on va faire ça, on va aller au parc, on va aller au zoo, on va aller faire des trucs. Il faut toujours l'occuper, sinon il fait des conneries. Il faut l'occuper tous les jours, Macron. Sinon, il fait des conneries après. Donc, quand il perd, quand on n'a pas les yeux sur lui, il fait un TikTok, quoi. Donc, c'est comme ça. Et l'image de Donald Trump qui signe des décrets, c'est très intéressant parce que c'est quoi? En fait, c'est l'incarnation absolue de la souveraineté. C'est-à-dire que j'ai été élu, je suis légitime, j'ai fait un programme. Maintenant que je suis là, ça fait 1 heure que je suis là, je suis investi. Vous allez me passer tous ces putains de classeurs là et on va signer des trucs. Sorti l'OMS, sorti les accords de Paris, sorti de machin. Les gens se disent waouh! Mais en fait, il n'y a pas waouh! Il n'y a pas waouh! Il est souverain. Il n'y a pas Ursula von der Leyen dessus, il n'y a pas le MES à côté, il n'y a pas le FMI derrière. Il est souverain. Il fait bien ce qu'il veut avec la légitimité populaire. C'est dans ce sens-là que l'information est intéressante parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il y a les gens qui ne se rendaient pas compte, on se dit putain. C'est incroyable, ils signent des décrets comme ça de suite. En plus, on l'a vu sur toutes les télés. Mais oui, mais ça s'appelle la souveraineté, ça. Et du coup, en France, on a vu plein de petits Donald Trump qui sont nés. Eric Ciotti. Non, mais Eric, je t'assure, non. Non, je t'assure, Eric. Non, vraiment, je t'assure, ça colle pas. Vraiment, ça colle pas. Donc, on a découvert plein de petits Donald Trump qui nous ont dit oui, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ils ont fait des enquêtes, ils ont fait des tweets, ils ont fait des machins. Mais c'est marrant parce que ça fait quand même 20 ans qu'on se tamponne votre présence dans les milieux politiques français et que vous n'avez jamais eu l'idée. C'est quand même marrant, c'est comme les anciens ministres qui viennent maintenant nous expliquer des choses. Ben, c'est con que tu n'aies pas été Premier ministre, toi, tiens, ou ministre de l'économie, parce que franchement, tu as des bonnes idées. Donc, je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, ce sont des exemples extrêmement inspirants. Vraiment, vraiment, vraiment inspirants. Là-dessus, également, il y a eu, pareil, on me dit, Nico, les gens ne bougent pas. C'est sûr que les gens ne bougent pas? La ZFE. Pensez que les gens n'ont pas bougé? Il y a eu des grosses manifs contre ZFE. Moi, j'ai pas eu une manif contre ZFE. Pas une. Vous avez vu des manifs, vous? Ouais. Non, mais ouais. Vous avez eu des manifs, des trucs organisés, des appels à manifester. Je les suis tous, ces appels à manifester. Je suis sur des milliers de groupes. Parce que c'est comme ça que j'ai des appels à manifester ou plein de gens qui m'appellent. J'ai pas eu de manif, pourtant ils ont reculé. Pourtant ils ont reculé. Ils sont même allés faire voter jusqu'à un amendement avant-hier. D'ailleurs, c'est pas suspendu, mais on va pas y passer 2 heures dessus. Mais je veux dire, le gouvernement est en train de reculer. Les villes sont en train de reculer. En Allemagne, ils sont en train de reculer. Mais pourquoi ils ont reculé? Parce que la pression populaire, elle est énorme. Les premières manifs, c'est le 6 avril prochain. Le 6 avril prochain. Et ils sont déjà en train de reculer. Et ils ont poussé, les Français ont commencé à gueuler sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas sorti des réseaux sociaux, pour l'instant. Pour l'instant. Massivement, je parle, massivement. Et ils ont commencé à reculer. Ça veut dire qu'à un moment donné, les gars, ils commencent et les maires commencent à reculer, et les députés de l'opposition, qui nous restent, oui, ça fait des... Non, non. Non, je suis désolé. Les mecs, vous avez jamais parlé des ZFE, c'est pas vrai. Nous, ça fait 2 ans qu'on en parle. Sur Putsch, ça fait 2 ans qu'on en parle. Sur Toxin, ça fait 1 an et demi qu'on en parle. Et quelques copains, on en a parlé. Mais l'opposition, on n'a pas parlé du tout. Maintenant, ils s'en saisissent. Oui, ils font des manifs, ils font des ci, ils font des tribunes, ils font des vidéos, ils font des ci, ils font des mi. Non, vous n'avez pas parlé, c'est pas vrai. Il faut arrêter les conneries. Donc, du coup, les députés de l'opposition s'en saisissent. Et les médias aussi, maintenant, on parle.
Parce que quoi? Parce que les gens se sont énormément énervés sur les réseaux sociaux. Ça a fait des milliers de likes, ça a fait des milliers de des milliers de des mecs qui font des vidéos. Donc vous voyez comme quoi, sur des sujets comme ça, extrêmement intéressants. Ça va se passer pour les DPE, c'est pareil. Hein. Pour les DPE, vous savez ce qui se passe des DPE, ça va être la même chose. Notamment, et sur les ZFE, c'est pareil. Ou sur... moi, la fois, j'étais à Tours pour une conférence chez nos amis patriotes de Tours, chez Philippe Bonneville. Et donc, Philippe Bonneville, j'arrive à la gare de Tours. Je prends le train, Philippe vient me chercher à la gare, et devant la gare de Tours, vous avez un parking Indigo. Vous voyez, donc on descend dans le parking parce que Philippe Bonneville était garé là, donc on prend la voiture, et avant de monter dans la voiture, je vois qu'il y a une petite piste cyclable, juste comme ça, là. Je dis, mais attends, on est dans un parking Indigo souterrain, et je vois une petite piste cyclable. D'accord, ok, bon, je dis rien, on monte, et au moment de monter, sortir du parking, sur la grande allée, là, avec la petite barrière Indigo, la piste cyclable qui faisait cette largeur, carrément, à la montée, elle faisait ça. Elle était au milieu de la montée. Alors moi, consterné, j'ai dit à Philippe, mais il y a le Tour de France, il est prévu que le Tour de France passe en juillet ici, pour passer dans l'Indigo. Non mais rien que ça, à un moment donné. La connerie a un prix dans la vie aussi. La connerie a un prix. Donc tout ça énerve tout le monde. Et donc les ZFE, pour en revenir à ça, est intéressante. Regardez ce qui se passe, partons de nos frontières rapidement, regardez ce qui se passe en Roumanie. Vous voyez ce qui se passe en Roumanie? Voilà. Les médias mainstream me disent oui, c'est un fasciste, un anti-ci, un anti-mi, un pro-Poutine. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Quand on commence à vous dire ça, il faut s'y intéresser généralement. Il faut s'y intéresser. Ce qui se passe en Roumanie, c'est pareil. Quand vous avez Thierry Breton, le Sénégalais, eh bien, qui vous dit qu'à un moment donné, il avoue sur LCI, enfin c'est quand même formidable, ou sur BFM, qu'à un moment donné, l'ingérence de l'Union européenne s'est appliquée en Roumanie. Il le dit. Après, il est revenu sur ses propos. C'est pas ce que j'ai dit. Si, c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit. Et il a dit qu'en Allemagne, ça serait pareil. Du coup, avec l'AfD, rappelez-vous. L'AfD avec Alice Weidel. Et en fait, on se rend compte que ces gens, aujourd'hui, sont littéralement pris de court partout, l'effondrement économique étant là. Et je vous invite d'ailleurs à voir l'interview que j'ai fait d'Olivier Beau. C'est un journaliste français, et puis surtout, il est responsable de communication d'un collectif plutôt conservateur, il faut être très clair là-dessus. Et il nous dit, dans cette interview sur Tocsin et sur Putsch, on a fait les deux, notamment que la Pologne, pour les élections de mai, ça peut être la même chose qu'en Roumanie. La même chose, c'est-à-dire qu'on est au moment donné une oligarchie européiste et mondialiste qui, manifestement, ne veut pas la démocratie, mais ça, on le savait, on n'apprend rien aujourd'hui. Mais là, ils deviennent violents. Parce que la cocotte minute commence à bouillir et qu'ils ne savent plus du tout comment gérer ça. D'ailleurs, c'est le bouclier démocratique, c'est le DSA de Thierry Breton, c'est là aujourd'hui, ces gens-là, chez nous, c'est pareil, à un moment donné, vous avez des propos absolument inqualifiables sur les plateaux télé. Nous avions, comment s'appelle-t-elle, peu importe, le secrétaire d'État au numérique et à l'intelligence artificielle, je pense qu'elle est surtout elle, l'intelligence artificielle, c'est surtout elle, manifestement, qui nous disait qu'à un moment donné, il fallait combattre les mauvaises opinions. Et elle s'est reprise. Elle dit non, les fausses opinions. Et là, Thomas Negarov, il dit non, les fausses opinions. Non, il avait dit les mauvaises opinions. Donc, c'est un exemple, mais c'est assez constitutif, en fait, du rapport qu'ils ont à la liberté d'expression. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est intéressant. Donc, je pense que concrètement, c'est qu'à un moment donné, notamment aussi sur l'Union européenne, on voit bien qu'il y a de plus en plus la crise d'agriculteurs a apporté énormément de l'eau au moulin. Alors, pas que des patriotes et des gens qui sont amoureux de la France, des Français comme vous et moi, des gens qui ont fait le lien entre l'Union européenne, le Mercosur et l'agriculture française, qui ont essayé de comprendre pourquoi les agriculteurs chez eux retournaient les panneaux et pourquoi ils bloquaient les autoroutes. Donc les gens commencent à se rendre compte petit à petit que avec l'idée même de ce qui se passe aujourd'hui dans l'effondrement de notre pays, tout ça avait un lien. Aussi, on pourrait en parler, les fondements de l'éducation nationale, l'éducation sexuelle et tout ce qui va avec. À un moment donné, les gens le prennent dans la gueule. Parce que quand vous êtes endormi et que vous prenez un tramway dans la tête, généralement, ça ne fait pas du bien. Et là, il y a une vérité là-dessus. Et c'est pour ça qu'il faut avoir énormément, je finis aussi là-dessus par là, moi je fais près de 45 conférences partout en France, j'en ai fait au Canada et notamment en Belgique aussi. Je veux dire, moi je suis halluciné par le nombre de gens qui sont comme ça, comme vous, qui venez, vraiment samedi après-midi, venir là, bon, c'est vraiment quand même une démarche extrêmement importante. Vraiment merci. Le nombre de collectifs citoyens que je rencontre, mais c'est absolument dingue. Depuis les Gilets jaunes, ça essaime partout en France. Il y a beaucoup de collectifs, beaucoup de gens qui se mobilisent, énormément. Et pas que des mouvements politiques comme les Patriotes, vraiment des gens qui se sont mis en collectif parce qu'ils étaient tout seuls. Et ça s'agrège en plus. La réussite de nos médias indépendants. Pas de subventions publiques, pas d'aide en tout genre, pas de publicité nulle part, le bouche à oreille. La capacité aussi des gens à transférer les liens, à parler de nous, à nous aider à s'abonner. Parce que si les gens ne s'abonnent pas, c'est compliqué. Nous, si on ne s'abonne pas à Putsch, on meurt. Donc l'abonnement, on le soutient. Chez Tocsin, c'est pareil, on a 1 an et demi d'existence.
Hier, on a fait la matinale, j'avais 8500 personnes. On fait entre 8000 et 10 000 tous les matins avec Clémence, à peu près. On est la première matinale de France. Vous imaginez? On a commencé après Toxin avec Clémence sur un bout de table. Il y a 2 ans, sur un bout de table. Donc ça, tout de même, il faut quand même se dire que... et moi, c'est mon travail quand j'écris ça, et je vous donne une grille de lecture un peu plus détaillée que ça, mais là-dessus, c'est qu'à un moment donné, il est très difficile, chers amis, de se faire, à titre individuel, de se faire une cartographie de la colère, de se dire, ouais, moi dans mon quartier ça bouge pas, ma boulangère elle bouge pas, elle s'en fout, mon ami... Vous voyez, je comprends que c'est c'est la seule chose qu'on voit dans son environnement direct, mais je veux dire, ça monte. Si on arrive à faire un pas de recul, à prendre un petit peu de hauteur, et c'est mon boulot, en tant que journaliste, c'est mon boulot, c'est pour ça que j'ai écrit celui-ci, on se rend compte qu'en fait, moi j'ai des thermomètres sociaux et j'ai des marqueurs, et ils sont tous rouges écarlates aujourd'hui, ils sont rouges vifs, tous. Et la situation d'aujourd'hui, elle est pire que celle des Gilets jaunes en 2018, rappelez-vous, hein, sur l'inflation, sur le carburant, sur l'électricité, sur les augmentations de mutuelles, sur tout, absolument tout, sur la démocratie absolue, dire c'est plus la même situation, donc vous imaginez. Et puis, ce qui soutient à ça, et je finis par là cette conférence aujourd'hui, ce qui soutient aussi, et ce qui est beaucoup plus charnel, ce qui est beaucoup plus intime à nous tous, ici, et surtout ici, c'est que je crois qu'il y a quand même une partie du peuple français qui ne veut pas se laisser dissoudre. Il y a des gens qui ne veulent pas voir leur pays mourir. Il y a des gens qui ne veulent pas voir leur culture mourir. Il y a des gens qui ne veulent pas voir leur identité remplacée. Il y a des gens qui ne veulent pas se laisser dissoudre en tant que peuple. En tant que peuple. C'est ça la réalité. Et c'est pour ça que la question de la souveraineté, elle est centrale. Parce que la souveraineté, au-delà du mouvement politique de Florian ici et de vous, la souveraineté, c'est un terme extrêmement générique qui finalement, elle est à la fois l'incarnation de la résistance, d'accord, l'antidote à ce que nous vivons, très clairement, puisqu'on en a parlé. Ils nous refusent à nous la souveraineté, mais ils la veulent pour la Roumanie. La Ukraine, pardon. Vous voyez ? Lapsus révélateur. Vous couperez au montage. Ils la veulent pour l'Ukraine. Ah, l'Ukraine, la souveraineté, il faut la souveraineté ukrainienne. Mais moi, très bien, je suis souverainiste, donc je ne vais pas dire le contraire. Mais ce qu'ils acceptent pour les Ukrainiens, ils nous la refusent à nous. Et ils nous parlent de souveraineté européenne. On est chez les fous. Leur souveraineté à eux. Je ne suis pas persuadé que toute la petite caste oligo-médiatico-politico-médiatique accepte de recevoir n'importe qui chez eux le soir, dans leur soirée privée. Ils pourraient en avoir fait quelques-unes il y a très longtemps. Vous avez 2 barrières de videurs avec 14 videurs devant. Donc l'idée de libre ouverture, de libre-échange, oui, pour tout le monde, mais pas pour eux. Pas pour eux. D'accord ? Donc, c'est qu'à un moment donné, elle est à la fois l'incarnation même de la résistance, et je continue à penser qu'elle est aussi, même tout aussi important, voire un peu plus important tout de même, elle est le pied de biche pour que nous puissions nous désincarcérer de ce que nous vivons aujourd'hui. L'Union européenne et le mondialisme. Savoir dire non. Savoir dire non à ce que nous voulons et savoir négocier en fonction de ce que nous voulons. Et ce qui est très bien, et je finis là-dessus, c'est qu'à un moment donné, cette tempête qui vient, en fait, c'est le vent de la souveraineté. C'est le vent de la décision populaire. C'est le vent de la souveraineté populaire. C'est-à-dire que c'est un peuple aujourd'hui qui est en marche, véritablement, et on en a parlé tout à l'heure. Ne pensez jamais que vous aurez 25 millions de personnes dans la rue. Il y aura toujours eu des minorités. Il y aura 1 million, 2 millions, ou même après les Gilets jaunes. Il y avait beaucoup de monde et ça n'a pas suffi à faire tomber Macron. Mais je veux dire par là, c'est que cette tempête qui vient, c'est vraiment le souffle d'une révolte de la souveraineté populaire. Et moi, je continue à penser, même si ce n'est pas souhaitable, il faut être très clair dans mes propos là-dessus, l'affrontement est inévitable. L'affrontement est inévitable. Ils peuvent le dire comme ils veulent. La réalité, moi, je leur pose la question en permanence dans mes émissions. Comment voulez-vous que ça finisse bien, cette histoire ? Comment voulez-vous que ça finisse bien ? Ça ne peut pas bien finir. Et je pense que ce n'est pas souhaitable. Mais ils sont en train de détruire le pays, de mépriser les gens et de littéralement les désincarcérer de ce qu'ils sont, de nous enlever nos libertés à uns aux autres, avec toute une série de choses. On a parlé du DPE, on a parlé de la ZFE, on a parlé de tout ça, mais il y a plein de choses qui sont encore en train d'arriver. La réalité, c'est pour ça qu'à un moment donné, cette classe politique a fait sécession avec le peuple, depuis un certain temps, et puis ce qu'elle considérait avant comme des adversaires politiques, aujourd'hui, elle nous considère comme des ennemis politiques. Et quand vous employez le terme d'ennemi, vous allez sur un thème guerrier. Donc pour moi, l'affrontement est absolument inévitable. En tout cas, aujourd'hui, le choix est simple pour nous tous, et j'essaie de le décrire dans ce livre-là. C'est l'oligarchie ou les Français. Et en tout cas, merci d'être venus. Vous êtes des Français, on compte sur vous. C'est grâce à vous que ce pays va se redresser. Ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez surtout pas en partant d'ici. Merci beaucoup.